Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier proposé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui participe pour la première fois au CFIK 2023. Donc on est très heureux d'être parmi vous. Merci de votre participation à l'atelier qu'on vous propose. Cet atelier va se dérouler en plusieurs séquences. Première séquence, nous aurons à voir la partie introductive qui sera faite par notre directeur général adjoint Valérie Morard. Une peut-être deuxième séquence pour présenter les enjeux de l'eau vus par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et notamment de l'eau à travers l'eau utile, utilisable, un besoin pour les industries agroalimentaires qui sera présenté par Amélie Euzet et Judy Gaël-Verdicchio. Et ensuite, nous aurons trois séquences. Une première séquence sur la partie quantitative, une deuxième sur la partie qualitative et une troisième sur le rôle des filières agroalimentaires, des industries agroalimentaires sur leur territoire, acteurs de leur territoire, comment vis-à-vis de la politique de l'eau. Et on enchaînera après par une partie conclusive qui sera faite par Joanne Méry, vice-présidente du comité de bassin. Je laisse Valérie commencer. Merci, merci Jean. Alors Jean Placine, notre directeur territorial, donc Saint-Brieuc, donc l'Agence de l'eau est présente sur les territoires. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est 28% du territoire métropolitain. Vous savez que les agences de l'eau sont organisées selon les bassins hydrographiques. On redécouvre la géographie, finalement, une fois que l'eau commence à manquer, on s'aperçoit qu'elle structure nos territoires, elle structure nos aménagements de territoire et puis elle conditionne aussi toute l'économie qui en dépend. Et je crois que l'industrie agroalimentaire bretonne l'a particulièrement ressenti en 2022. Alors on est évidemment heureux d'être ici. Jean l'a souligné, c'est la première fois qu'on participe et c'est aussi l'occasion de rappeler que l'Agence de l'eau est présente auprès de tous les acteurs de l'eau du territoire, de nos territoires. Et on considère évidemment que le tissu industriel, les fournisseurs, les producteurs font partie des utilisateurs, font partie aussi de ceux qui doivent la protéger, l'eau, et font partie aussi de ceux qui peuvent apporter les solutions. Et évidemment, ayant parcouru brièvement le salon ce matin, j'ai pu constater que les industriels apporte des solutions. Vous avez vu l'approche que l'on a, c'est les 3 R, réduire, recycler, réutiliser. J'en rajouterai un quatrième, c'est raisonner ou réfléchir. Parce que face aux besoins et aux dérèglements climatiques et aux conséquences qu'il entraîne, de plus en plus, il va falloir réfléchir de manière intégrée. Intégrée, ça veut dire toute la filière avec les territoires. Alors, on aura l'occasion de le développer dans le programme d'intervention de l'agence qui est l'outil financier dont nous disposons, 2,3 milliards d'euros sur 6 ans. Il y a un volet qui est consacré aux besoins liés aux industries, c'est-à-dire essayer de rejeter moins de macropolluants. Alors, on a un peu l'impression que ce combat est gagné, mais il y a encore des enjeux. Les micropolluants, bien évidemment. L'industrie agroalimentaire, elle rejette aussi ces micropolluants, le cuivre, le zinc, pour ne citer que ceci. On a vu qu'il peut y avoir aussi des nouveaux micropolluants liés aux techniques qu'on développe. Je ne vais pas parler de la vaste problématique des métabolites et des conséquences que ça représente aussi pour les industries agroalimentaires. Et puis, il y a cet enjeu qu'on a redécouvert en 2022, qui est celui de la quantité. Alors, l'Agence de l'eau, elle est aux côtés des entreprises. J'en profite pour faire la pub pour ce petit flyer qui résume un petit peu tout ce que peut proposer l'Agence de l'eau aux entreprises. Il vous sera distribué à la sortie. N'oubliez pas de le prendre. Merci Valérie. Tout de suite, je laisse la parole à Amélie et Judy Gaël pour nous présenter les enjeux. Oui. Bonjour à tous. Donc, Amélie Euzet, chargée de mission activité économique non agricole à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous aviez une carte tout à l'heure des 6 agences de l'eau qui sont réparties sur le territoire français. Et on est donc 6 agences de l'eau à agir sur le territoire métropolitain, mais avec, on va dire, 4 grands objectifs que l'on partage. La gestion et le partage de l'eau, des ressources en eau, la préservation des ressources en eau des eaux côtières,
la restauration des milieux aquatiques et des zones humides, la réduction des pollutions de toutes origines. Ceci notamment pour répondre à un objectif qui nous est imposé par la directive 4 sur l'eau, c'est-à-dire le bon état des masses d'eau d'ici à 2027, à la fois sur le volet qualitatif et le volet quantitatif. Cela répond aussi à un autre objectif encore plus transversal, celui de l'adaptation au changement climatique. J'en profite pour dire que l'Agence de l'eau et Loire-Bretagne et les autres agences sont dotées aussi d'un plan d'adaptation au changement climatique, avec des mesures spécifiques pour notre bassin dans celui-ci. Alors quand on parle de bon état des masses d'eau, où en est-on? Donc pour le savoir, en fait, on a un exercice qui s'effectue tous les 6 ans, qui s'appelle l'état des lieux, nos masses d'eau. Le dernier a été fait en 2019 et nous permet de dire qu'aujourd'hui, seulement 24% de nos masses d'eau sur le bassin Loire-Bretagne sont au bon état écologique. Or, c'est bien l'objectif que l'on doit normalement atteindre d'ici à 2027. Et ceci cache des vraies disparités, puisque par exemple pour l'Ille-et-Vilaine, on atteint seulement les 3% de bon état. Or, l'agence de l'eau... pardon, excusez-moi. Et donc, parmi les pressions qui font que les masses d'eau ne sont pas au bon état, il y a évidemment, donc on parlait tout à l'heure, Valérie Morard, les rejets de pollution, macro-polluants, micro-polluants, mais aussi les prélèvements sur la ressource en eau et le dérèglement climatique qui est en cours risque bien sûr d'aggraver la situation, car l'eau est bien l'un des principaux marqueurs de ce changement climatique. D'abord sur le volet sécheresse, hein, on n'arrête pas d'en parler, les températures vont s'élever. Avec ça, la température de l'eau va s'élever, donc l'eutrophisation des cours d'eau, hein, la photosynthèse va se développer, donc l'eutrophisation, la baisse de l'oxygénation des cours d'eau va évoluer, va aussi s'accroître avec une évaporation et donc un moindre débit des cours d'eau dans nos cours d'eau du bassin Loire-Bretagne. On annonce une baisse de moins 10 à moins 40% entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle. D'un autre côté, côté précipitations, les précipitations ne vont pas forcément être moins importantes sur l'ensemble de l'année, mais par contre, elles vont intervenir de façon plus extrême, plus violente, à certains moments précis. Avec des conséquences, donc lessivage des sols, saturation des réseaux d'assainissement. La saturation des réseaux d'assainissement, on sait que ça provoque des débordements des eaux usées avant même que l'eau n'atteigne les stations d'épuration. Et donc des eaux qui vont avoir du mal à infiltrer le sol et donc une moindre recharge des nappes. C'est les informations qui sont sorties cette semaine sur l'état de nos nappes, là, suite à la sécheresse 2022, qui ont été publiées par le BRGM. Tout ceci fait que l'acceptabilité des milieux, ça veut dire la capacité de nos cours d'eau à accepter la pollution, va baisser. Moins de débit, plus de pollution. On aura des milieux qui seront plus sensibles qu'ils ne sont déjà. Donc avec des conséquences directes, et les industriels de l'agroalimentaire, certains en ont connu cet été, avec des restrictions d'eau, hein, tout simplement, quand on parle de sécheresse notamment, et des arrêts de production s'il le faut quand la situation est trop dramatique. Ça, c'est une carte qui est ici aussi de notre état des lieux et qui fait le lien en fait entre la quantité et la qualité, hein, et qui dit qu'en fait, d'ici à 2027, le risque, la pression des prélèvements, la quantité, le problème de quantité d'eau fait que sur 54% de nos masses d'eau, on risque de ne pas atteindre le bon état. Donc seulement sur cet aspect quantité, sans parler de tous les autres aspects qualité. Là, on parle souvent, quand on parle de changement climatique, de 2050-2100, mais on peut parler des années qui viennent de s'écouler. 2019, c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, après 2022, 2020, 2018 et 2014. Donc en 2019, là, on a une étude qui a été faite sur les axes Loire et Allier, sur en gros le comportement hydrologique de ces axes-là en 2019 à l'étillage, donc vraiment au moment où les débits ont été les plus faibles.
faut savoir que sur ces axes-là, tout en amont de l'Allier, qui alimente la Loire, on a un gros bassin qui s'appelle qui est permis par le barrage de Naussac, et un autre qui est le barrage de Villeray. Chacun font respectivement 190 millions de mètres cubes et 160 millions de mètres cubes, et soutiennent en fait le débit de la Loire à l'étillage. Alors c'est ce que représente cette carte, qui peut paraître un petit peu compliquée, mais c'est assez simple. À Nevers, par exemple, à l'étillage en 2019, on était sur la 5e année la plus chaude jamais enregistrée, donc on n'était pas en 2022, ça représentait les 2/3 du débit de la Loire, en fait, ces bassins. S'il n'y avait pas eu ces bassins, on aurait eu 2/3 d'eau en moins, si vous voulez. Et au niveau d'Angers, là, à Montjean-sur-Loire, on était encore à 1/3 du débit de la Loire. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on a démarré le printemps après un hiver très, très sec, relativement doux et marqué par une faible pluviométrie. Et donc on a eu tout un tas d'événements successifs, on ne s'en rappelle pas forcément, mais finalement quand on les énumère, ça commence à faire beaucoup. Le 3 juin, des inondations à Rennes. Le 18 juillet, à Brest, on bat un record de chaleur jamais enregistré, comme dans 64 autres communes en France. On atteint 39,3 degrés. En fin juillet, les monts d'Arrée brûlent. Je pense que certains s'en rappellent ici. En août, à Tours et à Orléans, on traverse la Loire à pied. Et à la fin de l'été 2022, la sécheresse, donc on a connu 3 canicules en 2022, est telle que plus de 150 communes du seul bassin Loire-Bretagne connaissent des mesures exceptionnelles d'alimentation en eau, notamment par citernage et par bouteilles plastiques. Le 25 août 2022, c'est la carte en bas, la totalité des départements sont en alerte sécheresse. Certains sont en crise sécheresse, dont 8 départements du bassin Loire-Bretagne et donc les 4 départements bretons qui sont en crise sécheresse intégrale. Aujourd'hui, où en est-on ? Fin d'été dernier, les barrages dont je vous parlais tout à l'heure étaient remplis à environ une trentaine de pourcents, 40% en août et une trentaine de pourcents en septembre chacun. Là, j'ai regardé fin février, début mars. Le barrage, en fait, son niveau de remplissage dont je vous parlais tout à l'heure, le plus important de notre bassin, était à 33%. Or, en fin d'hiver, il est normalement rechargé à 90-95%. Donc la situation est quand même assez inquiétante. Alors, face à ce constat, retour d'expérience de la sécheresse de cet été, ce que vous a présenté ma collègue Amélie par rapport aux données de l'état des lieux, aux conséquences du dérèglement climatique qu'on voit de plus en plus, il y a urgence d'agir pour les territoires qui sont en déficit quantitatif, on va dire, important, mais aussi urgence d'agir et d'anticiper justement les événements qui vont venir et qui risquent d'être de plus en plus fréquents pour le futur. Donc, pour s'adapter à cela, l'Agence de l'eau a adopté hier, via son conseil d'administration, un plan de résilience qui va être mis en œuvre début avril et qui est une déclinaison partielle du plan eau qui va être annoncé par le gouvernement prochainement. Alors, ce plan de résilience, il y a plusieurs points. Il y a déjà la résilience des milieux. Alors, même si on peut penser que les industriels ne sont pas directement concernés par ce volet-là, certains peuvent être quand même concernés par des aides pour la restauration des cours d'eau ou des zones humides qu'ils peuvent avoir sur leur site, et aussi par rapport à l'infiltration des eaux pluviales pour avoir une gestion intégrée des eaux pluviales. Le deuxième volet, c'est la sobriété des usages. Donc, avec la possibilité de mettre en place des changements de process ou de pratique, du recyclage des eaux de process ou des effluents après traitement et de la réutilisation des eaux de pluie du site au sein du process ou pour du lavage, par exemple, de voirie ou pour d'autres usages. Le troisième volet, c'est le partage de la ressource en eau, puisque on a quand même une ressource qui est fragile. Il faut réussir à satisfaire tous les usages. Donc le but, c'est qu'on puisse définir des volumes prélevables et répartir cette eau pour les différents usages. Ensuite, le quatrième volet de ce plan de résilience, c'est le retour à l'équilibre des masses d'eau en déficit quantitatif, comme vous l'a montré ma collègue tout à l'heure sur la carte de l'état des lieux.
sur les zones qui étaient vraiment marron, en fait, c'est là où on a un déficit quantitatif qui est important sur les cours d'eau par rapport au prélèvement. Et donc là, il faut qu'on arrive à contrebalancer en fait cela en mettant en place de la substitution de prélèvements pour les prélèvements qui sont impactants par des prélèvements pour une ressource qui est moins fragile. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est, on va dire, la solution de dernier recours. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et on a aussi également la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, qui est le dernier volet de notre plan de résilience, comme vous l'a dit ma collègue également. On a quand même de nombreuses collectivités qui ont été en rupture d'eau potable. Et même si ça ne concerne pas directement les industriels, on a quand même beaucoup d'industriels sur le bassin qui sont raccordés à l'eau potable et qui pourraient être du coup touchés par ce manque d'eau. Donc il va falloir qu'on structure les compétences et aussi tout ce qui concerne les interconnexions. Donc ce plan de résilience qui a été adopté hier sur le bassin Loire-Bretagne, ça représente 100 millions d'euros d'aide donc pour la période d'avril 2023 jusqu'à la fin d'année 2023. Alors au-delà 2024, pardon. Au-delà du plan de résilience, les agences de l'eau ont des programmes d'intervention où elles peuvent apporter des aides au niveau de la lutte contre les pollutions pour les industriels. Donc, comme le disait Valérie Morard en introduction, les objectifs sont de maîtriser et réduire les pollutions, on va dire, dites classiques, même si sur le bassin Loire-Bretagne, depuis des décennies, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine industriel au niveau des rejets des collectivités. On a encore quand même quelques cours d'eau qui sont impactés par ces rejets et on a encore des endroits où il y a une priorité à agir. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les rejets en micropolluants, où là, il faut qu'on travaille sur la réduction à la source, directement au niveau des process des industriels, pour essayer d'émettre un petit peu moins de micropolluants. Donc sur la diapositive, vous avez les différents taux d'aide qui sont possibles dans le 11e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour financer ce type d'études ou de travaux pour la réduction des pollutions. Le deuxième volet, et qui est important, et je pense qui nous mobilise beaucoup en ce moment, c'est les économies d'eau et la réduction des consommations en eau en priorisant la sobriété des usages. Donc là, c'est un objectif en fait qui est sur tout le bassin Loire-Bretagne, puisque comme je vous le disais tout à l'heure et comme l'a montré les différentes cartes, il y a vraiment urgence à agir. Donc ça peut être pour les industries agroalimentaires, en effet, du recyclage des eaux de process, de la récupération d'eau de pluie. Et puis, il y a aussi toute l'étape, on va dire, en amont de connaissances et de diagnostic. Et puis, après, il peut y avoir éventuellement aussi, on va dire, des solutions moins directes par rapport aux sites industriels, par rapport justement aux filières que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'industrie agroalimentaire, avec toute la chaîne que vous avez en amont, avec les agriculteurs et l'élevage et tout ça, puisque du coup, tout ça est très consommateur en eau. Donc ça, c'est un des grands volets qui va être dans le plan de résilience. Donc un appel à projet va être ouvert début avril sur la sobriété des usages, avec une enveloppe de 30 millions d'euros d'aide, où là, les taux d'aide en fait, vont être bonifiés par rapport à ce qu'on pouvait apporter jusqu'à aujourd'hui dans le cadre du 11e programme. Après les économies d'eau, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, qu'on a réduit notre dépendance en eau, il y a la substitution, donc substitution des prélèvements les plus impactants par d'autres ressources ou réutilisation des eaux non conventionnelles en remplacement des prélèvements existants. Alors, vigilance sur ces aspects-là par rapport aux autres impacts environnementaux que cela peut avoir. Alors déjà, d'une part, par rapport à la consommation d'énergie, puisqu'on le sait très bien que dès lors qu'on réutilise, qu'on recycle, il y a des traitements derrière, et notamment sur la réutilisation des eaux usées traitées, donc avec des coûts qui sont quand même assez élevés. Et vigilance aussi sur les impacts environnementaux par rapport à la baisse des débits dans les cours d'eau, puisque c'est une partie de ces rejets dans les cours d'eau peut en avoir un impact sur les débits des cours d'eau, et notamment lorsqu'on est sur des tout petits cours d'eau avec des faibles débits. Donc voilà, le taux d'aide aussi, à hauteur de 50% qui peut être apporté par l'Agence de l'eau pour les études et travaux, pour le cadre de la substitution. Et ensuite, on peut accompagner aussi
des domaines qui sont peut-être un petit peu moins connus, en effet, dans le domaine industriel, comme la restauration des milieux aquatiques et la biodiversité. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous montais les grands volets du plan de résilience, avec tout ce qui va concerner la restauration des cours d'eau, la continuité écologique, la lutte contre l'érosion. Et donc ça, c'est un des volets, en effet, qui est dans le plan de résilience. Un appel à projet va également être ouvert début avril, avec une enveloppe de 20 millions d'euros d'aide, où là, on pourra aussi, mais je reviendrai plus tard sur nos diapos, financer de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et comme pour l'appel à projet sobriété des usages, une bonification des taux d'aide qui pourra être apportée par l'agence. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout ce qui concerne la gestion des eaux pluviales à la source. Donc l'objectif, en fait, c'est de réduire l'impact de la pollution pluviale sur les systèmes d'assainissement et donc sur les milieux naturels, et de renaturer les espaces urbanisés en créant des îlots de fraîcheur. Donc en fait, c'est gérer l'eau pluviale au plus près de là où elle tombe, sans tuyau, et en l'intégrant et en l'infiltrant directement au niveau des sols. Ce qui peut être possible, en effet, sur les sites industriels, puisque vous avez quand même des grandes surfaces, par exemple, de parking, ou alors là, on n'est pas dans la gestion intégrée des eaux pluviales, mais des grandes superficies de toiture qui peut permettre aussi de récupérer de l'eau de pluie pour d'autres usages. Donc ça fait aussi partie de l'appel à projet renaturation des villes et villages qui va être ouvert début avril 2023. Toujours avec une bonification des taux. Voilà pour nous. Merci Amélie, merci Judy Gaël, merci Valérie. Est-ce que vous avez des questions à leur poser par rapport à la présentation des enjeux que vous avez fait Amélie, des modalités d'intervention que vous apportez Judy Gaël, qui sont renforcées à travers la mise en place et la mise en œuvre de ce plan de résilience au niveau du bassin Loire-Bretagne? On a un petit temps d'échange, si vous pouvez, si vous avez quelques précisions à leur demander. C'est bon? On continue? Oui. Merci de vous lever et de vous présenter. Comme c'est enregistré, oui, bonjour, ça passe en direct. Monsieur Potel, Soleval, Actiolis, Fougères. Je voulais savoir, au niveau du partage de la ressource en eau, est-ce que la répartition est déjà pensée? Oui. Les choses sont anticipées. Vous allez compléter, Jean. Oui, les choses sont déjà mises en place sur les territoires, et notamment avec les PTGE, programmes territoire de gestion de l'eau, c'est ça, territorialisé de gestion de projet de territoire de gestion des eaux. De gestion des eaux, où là justement l'objectif de ces projets, c'est au sein d'un territoire de faire le diagnostic au niveau de l'état quantitatif. Quels sont les volumes d'eau qui sont disponibles, une fois qu'on a enlevé tous les besoins, on va dire, de la nature, de la biodiversité, etc. Quels sont les usages, quels sont les besoins, et comment après on partage justement cette ressource par rapport aux différents besoins. Vous pouvez peut-être compléter. Oui, et indirectement, votre question, elle pose aussi celle de la priorisation des usages. Et celle-là, elle est inscrite dans le Code de l'environnement. Et vous la connaissez, donc bien évidemment la sécurisation pour les besoins en eau potable, elle n'est pas remise en cause. Par contre, le ministre a à plusieurs reprises indiqué que les efforts en termes de sobriété, puisqu'on est sous cette dialectique, sobriété-performance, ça s'adressait à tous. Donc il va y avoir des efforts sans doute très importants dans le domaine de l'alimentation en eau potable à fournir, tant au niveau des réseaux qu'au niveau des baisses de consommation domestique, des efforts qui, historiquement, ont déjà été faits par l'industrie. Ça ne veut pas dire, et on l'a vu, nous, ce matin, et juste auparavant avec Monin, sur ce même stand, qu'il n'y a pas encore des possibilités de gains au niveau de tous les processus industriels. Mais il est clair que lorsqu'on fixe un objectif de réduction de 10% à l'horizon 2030, et ensuite après, on franchit une barre, 25% de réduction des prélèvements en eau, on ne pourra pas simplement penser que les processus économiques seront les seuls à fournir les économies. Et si vous me permettez, pour compléter la réponse, notamment sur le volet quantitatif,
c'est vrai qu'en Bretagne, on a tous collectivement beaucoup travaillé sur la qualité de l'eau, hein, depuis les problématiques quasiment qui datent des années 2000, voire avant. Cette difficulté que la Bretagne rencontre sur la partie quantitative, elle est quand même un peu récente en fait. Et je veux dire, on l'a pris de plein fouet durant l'été 2022, où pour la première fois, les 4 départements bretons étaient en alerte sécheresse, si vous voulez. Donc c'est du jamais connu pour la Bretagne. Et la question que vous posez est du coup très pertinente, parce que cette question de répartition des usages en Bretagne, on ne se l'est pas beaucoup posée jusqu'à présent, dans la mesure où on a toujours pensé qu'on pouvait avoir de l'eau et pour le développement démographique, et pour le développement économique, et pour l'agriculture, et pour les besoins domestiques. Donc cette question apparaît effectivement maintenant de manière très aiguë au niveau de la Bretagne, et effectivement il faut commencer à l'appréhender. Les territoires ont commencé à l'appréhender. Il y a des études qui commencent effectivement à être travaillées sur certains territoires où on sait que la pression est beaucoup plus forte, peut-être un peu historiquement. Je parle de l'Ille-et-Vilaine, c'est un peu moins le cas dans le Finistère, mais effectivement cette question va se poser de manière plus accentuée en région Bretagne, alors qu'elle était déjà très présente dans le reste du bassin, notamment à l'amont de la partie vendéenne ou la partie Poitou-Limousin. Oui, une deuxième question. Bonjour, Maxence Seyri, Société Bioap. Moi j'avais une question sur la partie qualitative du réseau hydrographique en Loire-Bretagne. Qu'est-ce qui explique ce taux de déclassement des eaux de la part des rejets industriels et principalement des rejets industriels agroalimentaires? Sur quelles substances il faut travailler pour améliorer la qualité des masses d'eau sur le bassin Loire-Bretagne? Amélie. Bonjour Monsieur Seyri, je crois qu'on a déjà échangé par mail. Là, on était sur la carte du bon état écologique des masses d'eau. Donc, en fait, ça regroupe un ensemble de pressions à la fois quantitatives, qualitatives. Et ça ne ciblait pas que le secteur industriel. C'est vraiment l'état des masses d'eau, toute pression confondue, tout usage confondu. Après, sur les substances à réduire, là, ça fait l'objet de tout un chapitre de notre SDAGE. C'était sur la diapo, mais j'en ai pas parlé plus en détail tout à l'heure. Donc, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, c'est un document, en gros, après l'état des lieux dont je vous parlais tout à l'heure, la photographie de l'état. On a en fait un SDAGE qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer ce pourcentage. Et donc, on a tout un chapitre dédié. Je sais que la thématique des micropolluants vous intéresse en particulier, qui notamment cible les polluants qu'il faut réduire en priorité. Mais sur la thématique des micropolluants, malheureusement, je pense qu'on ne connaît pas encore tout ce qui dégrade nos milieux, puisqu'on ne recherche pas tout. C'est la grosse difficulté. Donc on essaye d'agir déjà sur ce qu'on connaît. En termes d'intervention, d'aide en fait, à la réduction des pollutions sur la thématique des micropolluants, c'est pour ça qu'on est très ouvert. En fait, on ne cible pas, on est prêt à aider toute réduction de pression pour améliorer l'état des masses d'eau. Merci Amélie. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de commencer les 3 séquences qu'on a prévues. Et je remercie Valérie, Amélie et Julie Gaël, que vous pouvez applaudir. Et je demande à nos 4 intervenants de venir sur la scène, s'il vous plaît. Donc Maël Fisselier, Monsieur Lescope, Clotilde Argentré et Philippe Lehagre. Installez-vous, 2 par table, n'hésitez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Allez-y. Allez-y, monsieur Lescope. Ouais. Donc, on va commencer par la séquence 1. Je vous disais tout à l'heure, et ça va faire une bonne transition avec la présentation qu'Amélie et Julie Gaël vous a fait sur la partie quantitative et l'état des lieux, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui, après l'été 2022 qu'on a connu et la sécheresse hivernale. On attend avec impatience en Bretagne comment va se passer le printemps. On espère beaucoup de pluie printanière, parce que la Bretagne, ça peut sauver peut-être notre saison estivale s'il pleut beaucoup en Bretagne. Donc l'eau dans l'industrie agroalimentaire, effectivement, c'est un élément important, c'est une ressource fondamentale. Ça a une valeur aussi monétaire, c'est un bien précieux qui est indispensable effectivement pour le fonctionnement et qui est quelque part, et on s'en est rendu compte, vous vous en êtes rendu compte, nous nous sommes rendus compte après l'été 2022, c'est quelque chose qui est indispensable et qui doit être une réflexion qui doit
intégrer un élément hyper important de la stratégie de développement de l'entreprise et qui doit avoir une place évidemment dans l'ensemble des démarches RSE que vous faites. Voilà, donc on va échanger sur ce volet quantitatif et je vais poser ma première question à Maël Fisselier, chargé de mission environnement à la Coperle et membre d'ailleurs de notre comité bassin depuis très peu de temps, donc je le remercie de s'impliquer dans nos instances. Comment vous, acteurs de l'industrie agroalimentaire, qui êtes souvent quand même des très gros consommateurs, je rappelle qu'en Bretagne, il y a 23 industries agroalimentaires qui consomment plus de 500 000 m3 par an, donc vous faites partie des gros consommateurs. Comment vous avez vécu cette sécheresse 2022? Est-ce que vous avez modifié votre production? Quel rétexte vous pouvez en avoir suite à ce passage et cette période critique? Et puis finalement, à l'aune du dérèglement climatique, parce qu'on voit que ça va durer, on voit que ça va s'installer dans le temps, eh bien, comment vous intégrez ça justement dans votre stratégie d'entreprise pour essayer d'aller, on l'espère, vers plus de sobriété? Dites-nous. Oui, donc bonjour. Pour répondre déjà par rapport à la sécheresse de 2022, donc tout simplement ça a été compliqué. Donc il faut savoir que Coperle, on est une coopérative agroalimentaire spécialisée dans le porc, avec vraiment qui va de tout ce qui est production au niveau des éleveurs jusqu'à la distribution de nos produits, donc avec toutes les étapes justement d'abattage, de salaison. Et par rapport à notre filière, on a beaucoup plus été impacté au niveau de la partie industrielle, où en fait, notamment comme on est implanté majoritairement en Bretagne, on a des obligations de réduction par rapport aux arrêtés cadres sécheresse qui vont de l'ordre de mettre en place de la communication, de la sensibilisation et faire des économies volontaires quand on est en stade de vigilance, jusqu'à l'obligation de réduire de 25% de nos consommations d'eau, voire peut-être fermer nos sites. Donc nous, l'eau, c'est quelque chose qu'on a anticipé pas le jour où la sécheresse est arrivée. Ça fait des années que c'est intégré au sein de notre système de management de nos sites. Donc on a vraiment intégré un système de management environnemental avec des plans d'action, de suivi qui nous permettent de faire des petites économies ou des grosses économies aussi au fil de l'eau. Et donc on a déjà pu observer depuis de nombreuses années que nos consommations ont pu réduire sur nos sites. Par rapport aux inspections qu'on a pu avoir sur l'ensemble de nos sites, on a eu 2 grosses inspections. Inspection par qui? Inspection par la DREAL, okay. Et il me semble que c'était la DREAL et la DTPP, l'inspection de CPPE. Okay. Donc premièrement, on a eu un site de nutrition qui s'est fait inspecter. Donc là, on lui a demandé de réduire de 25% ses consommations d'eau. Ça a été possible parce qu'un site de nutrition, ça consomme peu d'eau. C'est un process qui consomme principalement de l'eau, notamment pour le lavage des camions. Donc à partir de ce moment-là, on a arrêté de laver les camions. Ça a des impacts aussi sur la sécurité sanitaire parfois. Donc on a vraiment limité justement le lavage des camions qui avaient des usages très spécifiques. Donc on a pu atteindre cet objectif-là, donc un objectif qui est atteignable mais sur du court terme. On ne peut pas non plus se le permettre toute l'année, notamment l'hiver quand les camions sont sales, à un moment il faut quand même que le conducteur puisse voir. Et donc sur l'autre site où on a été inspecté, donc c'était un site, une entité sur notre site principal de Lamballe, qui est le site qui ressemble notre abattage, notre salaison et encore plein d'autres activités environnementales. Donc cette entité est en fait 2 chaudières. Donc on a eu du mal à comprendre pourquoi 2 chaudières. On n'a pas vraiment eu non plus d'explication. Et donc une obligation de réduire 25% de consommation sur 2 chaudières, c'est très compliqué parce que les chaudières, on ne les met pas en place pour l'envie de consommer de l'eau. C'est qu'il y a un besoin en face. Et le besoin, il est sur l'abattage, il est sur la salaison parce qu'on a besoin de vapeur pour nos process. Donc là, on a été jusqu'à un projet de mise en demeure qu'on a réussi à éviter grâce à des échanges, en mettant en place quand même des plans d'action par rapport à cette unité environnementale. Et ensuite, en proposant notamment, en rappelant qu'on a un projet sur le site de Lamballe qui est notamment lié à la reuse, qu'aujourd'hui on ne nous l'autorise pas, donc 25%, oui on peut, mais pas aujourd'hui dans les conditions réglementaires qu'on a.
D'accord, merci. Alors effectivement, le projet de reuse, c'est une opportunité, mais je pense qu'on en parlera après. Néanmoins, du coup, vous parlez de 2 sites. Est-ce que ça a généré une réflexion sur la globalité des sites que la Coperle a en Bretagne notamment? Alors, générer quelque chose de très novateur, non, parce que comme je disais, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré depuis très longtemps. Renforcer l'implication, on va dire, des sites, oui. On voit bien que généralement, l'eau sur les sites industriels, c'est pas forcément le sujet principal de piste d'économie. Un site, ça a quand même un objectif de produire et d'avoir de la rentabilité. L'eau, aujourd'hui, elle est malheureusement, à mon sens, pas assez chère pour avoir des retours sur investissement qui sont intéressants. Donc ça n'a pas généré de grands changements sur notre manière de réflexion, mais en tout cas peut-être de priorisation sur les projets qu'on peut avoir. À savoir que voilà, on a de nombreux projets qui, en plus des actions locales sur chaque site qui nous permettent d'avoir des économies d'eau, on a des projets vraiment plus macro, notamment par exemple un projet nommé Rieux Élevage, peut-être pas le bon terme parce que c'est quelque chose de beaucoup plus global que justement seulement la réutilisation en élevage. C'est vraiment un projet où on a pour objectif de diminuer d'ici 2030 jusqu'à 15 voire 30% des consommations d'eau sur nos élevages. D'accord. Donc quelque chose de beaucoup plus global. Monsieur Lescope, vous représentez les chambres de commerce et d'industrie. Maël Fisselier a parlé tout à l'heure effectivement de l'intervention de la police de l'environnement, des ICPE à travers, je dirais, envers toutes les industries agroalimentaires pour leur demander aussi de faire un effort, comme tous les autres usagers, par rapport à la réduction de la ressource en eau. Comment vous accompagnez les entreprises pour essayer de répondre à cette demande et finalement de changer un peu de paradigme par rapport à cette ressource qu'on présumait avant quasiment inépuisable? Alors, bonjour. Présumé infini, pas vraiment. Je crois qu'il faut revenir, et Maël Fisselier l'a dit tout à l'heure, les entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit des très grosses comme la Coperle ou des artisans, ne consomment pas de l'eau par plaisir, voire non plus par négligence. Ils consomment de l'eau parce que ça fait partie de leur process. Et elle a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, également, quand elle parlait de l'arrêt du nettoyage des camions sur un site. Bon, on prend une décision à un moment critique, pour des raisons que tout le monde comprend, mais on met en jeu la sécurité alimentaire, puisqu'on arrête de laver des véhicules. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans la négligence, on n'est pas dans la mauvaise pratique. On change de paradigme, je suis d'accord. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est peut-être à dire avant la première, on est sur une affaire de bon sens. Et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Les entrepreneurs sont d'abord des citoyens, premièrement, et ne gaspillent pas les biens naturels, même supposés infinis par plaisir. Et deuxièmement, sont très directement préoccupés par leur compte d'exploitation, leur compte de résultat. L'eau est un paramètre important, on l'a vu, on peut citer des chiffres. Pourtant, elle est peu chère aujourd'hui. Comment ? Elle est peu chère aujourd'hui, l'eau. Elle est peu chère, mais ça pèse quand même. Et surtout, quand on commence à avoir une réflexion pédagogique, quand on fait réfléchir des gens, on se dit, après tout, c'est peut-être pas cher, mais multiplié par nos volumes, ça représente de l'argent. Si on réduit cette somme-là de 10, 20, 30%, on pourra peut-être mieux supporter après une éventuelle augmentation. Mais en tout cas, on est sur un principe de bon sens qui est, on en a déjà parlé, qui est partagé, que ce soit d'abord par les directions d'entreprise et très rapidement par toutes les strates de l'entreprise. L'encadrement, la maîtrise et les personnels d'exécution. Tout le monde, rapidement, c'est un des sujets sur lesquels les gens partagent le plus d'expérience. On le voit pour l'eau, on le voit pour l'énergie, mais je trouve que pour l'eau, c'est plus marquant. Et ça se traduit par la mise en œuvre de la démarche Ecodo ?
Par exemple, alors bon, merci, les chambres de commerce, notamment la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, a mis en place en 2021 pour application en 2022 un programme qui s'appelle EcoDo, un petit peu sur le principe de EcoWatt, qui consiste à accompagner des entreprises dans la recherche de solutions performantes en matière d'économie d'eau et de comportement par rapport à l'eau. Alors, il ne s'agit pas de faire la révolution, il ne s'agit pas non plus de fliquer les entreprises ou de gendarmer les collaborateurs, mais simplement de rappeler tous les jours, au quotidien, des bonnes pratiques. Alors, ça conduit, jusqu'à là c'est du verbe, mais ça conduit à des résultats concrets qui sont extrêmement satisfaisants si on les duplique à l'ensemble du parc économique breton ou français ou européen. Par exemple, dans le Morbihan, 30 entreprises ont été accompagnées en 2022. Ça a conduit à l'économie de 500 000 m3, soit 10% de la consommation des mêmes entreprises. Donc c'est pas un rêve, c'est concret et on peut rencontrer les gens des entreprises concernées, ça n'a pas nécessité de révolution, de véritable révolution, sauf dans le résultat. Parce que 500 000 m3, grosso modo, c'est la consommation de 40 000 ménages, à peu près. Et parfois d'ailleurs, ça n'a même pas nécessité de gros investissements. Non, pas du tout. Pas du tout, on est plutôt sur des... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur des pratiques, c'est-à-dire de vigilance, que tout le monde connaît. On a tous vu des comportements un peu déviants par rapport à des robinets qui coulent, etc. Et puis des équipements modérés, mais des petits équipements. Je ne parle pas de grandes... on ne fait pas des grosses installations, mais on va réfléchir, par exemple, sur le dimensionnement de buse, sur le nombre de robinets, etc., la fermeture automatique des robinets. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui ne nécessitent pas de gros investissements en face du chiffre que je donnais tout à l'heure. Ça, c'était en 2022. En 2023, donc cette année, la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne, cette fois, s'est emparée du dispositif et l'étend à l'ensemble du territoire, à 70 entreprises. Bon, si vous faites le ratio que j'évoquais tout à l'heure, 30 entreprises pour 500 000 m3, on dépassera vraisemblablement le 1 million de mètres cubes économisés sur la Bretagne cette année. Ça tombe plutôt bien puisqu'elle s'annonce a priori un peu sèche. Merci. Clotilde Largentré, chargée de mission environnement à l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. C'est un sujet, et vous le disiez dans un autre atelier, qui vous intéresse effectivement énormément, dans la mesure où l'eau est une ressource indispensable pour le fonctionnement et aussi le développement des activités agroalimentaires. Comment vous intervenez sur ce sujet? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner aussi les industriels? Est-ce que vous mettez des réflexions sur du moyen et du long terme pour accompagner les industriels justement dans leur stratégie d'entreprise? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Peut-être déjà ce qu'on peut dire, comme l'ont dit Maël et Monsieur Lescope, c'est que contrairement à ce que j'ai pu entendre, que l'Agence de l'eau avait compris en 2022 qu'il y avait un sujet quantitatif du côté des industriels. Ça fait pas mal d'années qu'en fait on travaille sur le volet quantitatif et pas que sur le volet qualitatif. Et notamment du coup à la BEA on anime on a une commission environnement avec différents responsables industriels, responsables environnement des entreprises agroalimentaires. Et puis on anime un groupe de travail sur l'eau. Et l'objectif, c'est donc déjà de permettre le partage de bonnes pratiques. Comme ça a pu déjà être dit, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel les entreprises sont assez à l'aise à partager leurs expériences parce que c'est pas forcément un sujet concurrentiel entre elles. Et donc ça permet du coup de faire effet levier, de s'inspirer les uns des autres en termes de bonnes pratiques. Et puis assez rapidement, en 2019, on a identifié un sujet important. En fait, effectivement, la priorité, c'est de faire, de réduire toutes la meilleure économie, c'est l'eau qu'on consomme pas. Donc effectivement, comme ça a pu être déjà détaillé, c'est le premier des enjeux, c'est déjà réduire ses consommations. Mais on a identifié aussi qu'un levier qui pourrait permettre de faire
vraiment des gaps en termes d'économie d'eau, c'était le développement de la reuse. Et donc, on a en fait plusieurs entreprises qui se sont fédérées pour, en 2019, à l'époque, on montait ce qu'on a appelé le collectif Eau Propre. L'idée, c'était de dire, en fait, on n'a pas le droit aujourd'hui en France de repotabiliser une eau. Une eau potable, elle doit d'un côté atteindre des critères de qualité et de l'autre être issue du milieu naturel. Ailleurs, en Europe, on observe qu'en fait, l'origine de l'eau n'a pas vraiment d'importance, qu'on peut finalement, avec toutes les technologies de traitement qui existent, repotabiliser une eau, ce qui peut donner une eau finalement soit de qualité potable, soit d'une autre qualité selon l'usage qui en sera fait, mais une eau propre. Et donc c'est pour ça qu'on avait utilisé ce terme-là. Et donc l'idée, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bloque pour aller plus loin sur ce sujet de la reuse et du coup de travailler ensemble à lever les freins réglementaires qui pèsent sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'en termes de volume, on avait fait un sondage sur 28 sites agroalimentaires bretons et on identifiait 2,5 millions de mètres cubes qui immédiatement pouvaient être économisés sur le réseau d'eau potable si les freins réglementaires étaient levés. C'était juste sur un échantillon de 28 sites, donc c'est vrai que ce levier sur une consommation important. De 25 millions de mètres cubes pris sur le réseau d'eau potable à l'année par les industriels, à peu près. Alors, 10%, quoi. Non, c'était plus élevé que 10%. C'était plutôt de l'ordre de 20%. Sur la consommation totale. Alors. Voilà, et puis ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'en Bretagne, on a beaucoup d'industries laitières qui font notamment qui concentrent le lait dans leur process et qui extraient une eau du lait. Et ça, c'est aussi un gisement qui est considérable et qui aujourd'hui n'est pas exploité à 100% de ses possibilités. Donc, c'est voilà, ça nous semblait être au moins aussi important de travailler sur la réduction des consommations, sur le volet sobriété, comme ça a pu être dit, que sur le volet accompagner les industriels de... La BEA, c'est à la fois effectivement une association qui accompagne d'un point de vue opérationnel les adhérents, mais c'est aussi un rôle politique de représentant de la filière agroalimentaire. Et à ce titre-là, ça nous semblait de notre devoir de pouvoir peser politiquement pour faire avancer le sujet sur la reuse. Donc des bonnes nouvelles au mois de mars qui sont déjà arrivées en février, qui vont arriver en mars, et on va tous travailler après pour savoir effectivement comment on va pouvoir réutiliser, en tout cas mettre en œuvre le décret. Merci Clotilde. Quand on parle de quantité, et vous l'avez dit, vous aussi, on ne peut pas dissocier la quantité de la qualité. Quand on parle de reuse, on parle de qualité. Donc je vais m'adresser maintenant à Philippe Lehagre, qui est membre de la direction technique eau de Agro Mousquetaire, pour vous poser effectivement cette question du quantitatif par rapport, je dirais, à l'attitude que votre groupe peut avoir sur la gestion de la qualité des eaux, et notamment pour nous, Agence de l'eau, nous on s'intéresse évidemment fortement à la qualité des eaux dans le milieu naturel. Donc comment vous essayez, vous, groupe, de participer comme l'ensemble des usagers à cet effort de reconquête de la qualité des eaux, sachant que cet effort de reconquête de la qualité des eaux, souvent, peut vous permettre, si vous diminuez les flux polluants, effectivement, d'avoir des possibilités sur vos territoires, mais de continuer à fonctionner, voire à réfléchir sur du développement. Donc comment vous intégrez ça dans votre réflexion, Monsieur Lehagre, au sein d'Agro Mousquetaire? Tout à fait. Oui, bonjour. Donc, juste pour préciser, je vais représenter un peu le groupe Agro Mousquetaire, parce que la particularité d'Agro Mousquetaire, c'est le pôle industriel du groupement des mousquetaires. Nous sommes en multi-activité, avec à la fois des activités de viande, de boulangerie industrielle, de boissons, une activité lait, une activité mer également, puisque nous sommes le premier armateur de pêche en France, avec transformation, filetage de poissons, etc. Et nous avons également un pôle circulaire avec une valorisation des coproduits et du non-alimentaire. Donc on a 50% des sites qui sont en Bretagne, 50% des sites qui sont hors Bretagne, et tous ces sites sont plus ou moins consommateurs d'eau. On a des sites très peu consommateurs d'eau à des sites très consommateurs d'eau. Donc le groupe compte 11 000 collaborateurs pour 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est le premier fabricant de marque MDD en France.
Voilà, donc concernant votre question sur l'impact de nos rejets, puisque là, c'était l'objet de votre question, nous avons travaillé depuis de nombreuses années déjà sur l'amélioration de nos impacts de rejet de stations, que ce soit pour les sites qui ont leur propre station d'épuration ou les sites qui sont raccordés à des stations d'épuration urbaines. Puisque nous avons donc ces deux cas de figure. Voilà, tenez, je vous mets votre téléphone, je vous en prie. Donc pour les sites qui ont des stations d'épuration autonomes, nous avons par exemple le cas de SVA à Vitré, qui est un abattoir industriel avec des transformations des viandes, qui a une station d'épuration autonome avec un rejet dans la Vilaine. Avec la contribution de l'Agence de l'eau, depuis 3 ans, nous avons abaissé la charge polluante organique de 40% émise au milieu naturel. Et sur les flux azotés rejetés au milieu naturel, nous avons abaissé la charge de 60%. Voilà. Puisque la Vilaine est un cours d'eau sensible au niveau départemental. Donc ça, c'est un exemple. Toujours sur le site de Vitré, donc là dans la configuration par contre d'un site qui est raccordé à une station d'épuration collective, nous avons travaillé à la collecte, donc là c'est le site des Délices du Val-Plessis, qui est une usine de fabrication de glace et de crème glacée et de sorbet, et qui est un pré-traitement d'eau usée raccordé vers la station d'épuration de la ville de Vitré. Et là on a travaillé plutôt sur les flux, sur les charges brutes émises par les ateliers, par l'amélioration de la collecte de ce que l'on appelle des refontes. Donc c'est les fins de recettes de fabrication de crème glacée qui étaient déjà pour partie collectées, mais l'autre partie était rejetée aux eaux usées, et on a intensifié la collecte de ces refontes pour les diriger, les stocker dans une cuve réfrigérée et les sortir du site vers une filière d'alimentation animale. Donc ces flux-là ne sont plus rejetés aux eaux usées et impactent moins la station d'épuration de la ville de Vitré, et on a baissé nos charges brutes. Et ces travaux ont également été aidés par l'Agence de l'eau. Et là, on a baissé à peu près nos charges organiques de 20% environ. Donc voilà 2 exemples de prise en compte. Alors, je vais vous taquiner un petit peu, hein, Monsieur Lehagre. Ces travaux que vous faites, effectivement, c'est pour respecter la réglementation que vous impose la police de l'environnement, les ICPE, ou vous allez au-delà des normes environnementales qu'on vous demande? Pour le site de Vitré, on va au-delà de nos normes de rejet. On était déjà sous nos normes de rejet de notre arrêté préfectoral, mais l'objectif de qualité de la Vilaine a été abaissé, par rapport à la DCE notamment, sur les paramètres de l'azote, des formes oxydées de l'azote, étaient plus bas que nos normes de rejet. Donc on s'est tenu aux critères de la DCE et des objectifs de l'Agence de l'eau. Voilà. D'accord. Et en abaissant notamment nos flux d'azote oxydé rejetés par la station d'épuration. Et ça, c'est une stratégie d'entreprise que vous mettez en place sur l'ensemble de vos sites industriels? Alors pas forcément des travaux aussi conséquents, mais l'optimisation des stations d'épuration passe parfois tout simplement par des modes différents d'exploitation, la formation des opérateurs. Parfois ça peut être des choix techniques différents aussi, des petites améliorations techniques, ou alors des travaux plus conséquents avec des engagements budgétaires plus conséquents, effectivement. On a parlé, je crois qu'il y a déjà eu des questions tout à l'heure sur les micropolluants. Comment vous abordez cette notion des micropolluants? Et après, je poserai la même question à Maël Fisselier. Les micropolluants, donc c'est un sujet qui n'est pas simple, puisqu'on a des flux, très faibles. Dans nos effluents agroalimentaires, on a surtout une charge organique, azotée et phosphorée, et on a, d'après les mesures des campagnes RSDE des années 2010-2012, suivies des campagnes qui ont été réalisées suite à l'arrêté de 2017, on constate quand même qu'on a des charges, des typologies de matières, de molécules et des charges polluantes qui sont extrêmement faibles. La majorité d'ailleurs sont en dessous des valeurs limites d'émission. Donc on a certains sites qui sont passés en autosurveillance sur certaines substances, notamment sur des métaux, ou par exemple le toluène, on a un site qui a le toluène, par exemple.
Alors après, les plans d'action pour réduire ces charges-là sur les métaux, par exemple le zinc issu des abattoirs, ce n'est pas forcément simple parce qu'on constate quand même que ces substances viennent notamment des ateliers de traitement des boyauderies, hein, et donc viennent des contenus, entre autres des organes qui sont traités dans nos boyauderies. Et ça vient du régime alimentaire donc des animaux, hein, la complémentation entre autres. Donc pour faire une action en amont, ce n'est pas forcément évident. Après, sur d'autres substances issues des produits de nettoyage, on a des gammes de produits de nettoyage qui peuvent être changés, qui peuvent être modifiés, pour voir si on peut changer un peu les molécules qui peuvent être émises dans nos rejets. Maëlle, la Coperle, sur ce sujet, vous surveillez aussi comme le groupe Agro-Mousquetaires? Je pense je vais répéter un petit peu la même chose parce que je pense que tout industriel qui vraiment prend à cœur le sujet des micropolluants a un petit peu la même démarche, qui va d'abord être justement de réduire à la source tous ces micropolluants en adaptant justement ce qu'on découvre aussi, parce que ça a déjà été dit avant, les micropolluants, on les connaît certainement pas tous encore et on découvre que ce que l'on cherche. Donc c'est vraiment par de l'adaptation qu'on va y passer. Et puis nous, en tant que coopérative aussi, travaillant en filière, c'est quelque chose qu'on étudie aussi au sein même, par exemple, de l'alimentation de nos ports, sur la question de l'eau, des micropolluants et d'autres questions aussi qu'on essaye de prendre en compte vraiment sur toute la filière. Donc les micropolluants, un sujet encore un petit peu compliqué aujourd'hui, mais qu'on s'applique à mettre en œuvre. Vous investissez sur cette réflexion, effectivement, et sur le suivi de vos micropolluants, un sujet à défricher. Merci. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs sur deux parties, la partie quantitative et la partie qualitative que nous venons d'aborder, avant d'aborder la dernière séquence, hein, sur la place des IAA en tant qu'acteurs de leur territoire? N'hésitez pas. C'est toujours la première la plus difficile, mais il y en a déjà une tout à l'heure. Donc... Non, ça va? Oui, monsieur. Micro, Étienne. Madame Maëlle Fisselier, est-ce que vous aurez réussi à tenir l'engagement des moins 25% sur les chaudières? On aurait pu, avec une grosse baisse de production au niveau de nos ateliers. Ça a été le cas d'autres collègues de l'industrie agroalimentaire qui, eux, n'ont pas eu le choix que d'avoir des adaptations au niveau de la production. C'est quelque chose qui peut être fait. Après, il ne faut pas non plus le voir que sur la chaîne abattage, parce qu'à partir du moment où on abat moins, qu'est-ce qu'on fait des porcs qui sont chez les éleveurs? On en fait quoi? Voilà, il y a toutes ces questions-là. Après, c'est sûr que l'industrie agroalimentaire, dans les enjeux de l'eau, n'est pas considérée comme un usage prioritaire. Hein. L'alimentation en eau potable des particuliers, les hôpitaux, les pompiers sont bien évidemment prioritaires, mais bon, il y a toute cette question aussi d'approvisionnement en alimentation des populations qui pourrait se poser aussi si jamais on devait réduire sur le long terme notre production. Moi, j'aurais une question à vous poser sur... on voit dans certains territoires que le manque d'eau, parfois, amène à ce qu'on appelle les tours d'eau. En fait, il y a des quartiers qui sont alimentés en eau, d'autres qui ne sont pas alimentés pendant 2 heures, etc. Une question à Clotilde et à Patrick. Comment vos adhérents envisagent cette possibilité, finalement, qu'à un moment donné, on puisse leur dire vous n'aurez pas d'eau de 18h à 20h, vous en aurez avant, vous en aurez après. Est-ce que vous avez déjà envisagé cette possibilité, Clotilde? Moi, je crois que le sujet, il faut le prendre pas usager par usager. En fait, il faut le prendre en se disant, sur un territoire donné... Enfin, c'est un sujet très territorial, en fait, l'eau. Parce qu'on n'a pas le même sous-sol en Bretagne qu'on va avoir ailleurs, on n'a pas la même pluviométrie, etc. Et donc, je pense qu'il faut le prendre à l'échelle territoriale et se dire, sur notre territoire, quels sont les différents usagers de l'eau. Donc, il y a besoin de l'eau pour la population, il y a besoin de l'eau... pour l'agriculture, il y a besoin de l'eau pour les activités économiques, il y a besoin de l'eau pour la sécurité, et donc organiser la discussion, la concertation. Et notamment, c'est assez intéressant, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle le comité de gestion de la ressource en eau qui regroupe toutes les parties prenantes.
donc, qui est présidé par le préfet. Et donc, il y a les différents usagers. Et puis, il y a aussi les associations environnementales pour s'occuper aussi de la qualité des cours d'eau, les associations de consommateurs, etc. Et je crois qu'en fait, cette question de est-ce qu'il faut être prêt à avoir l'eau qui est coupée sur un temps donné, etc., il faut qu'on le discute tous ensemble. Et la tentation, elle peut être de se dire... Mais admettons que c'était discuté en CGRE, par exemple. Voilà, en disant, on constate qu'effectivement, de manière à prioriser quand même l'usager domestique, hein, ça a été rappelé, je crois que c'est les termes de la loi, et qu'on n'a pas d'autre solution que faire des tours d'eau, mais pendant 2 ou 3 jours. Voilà. Justement, est-ce que ce postulat, il est bon déjà? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a vu, tout le monde a parlé des retours d'expérience de cet été, moins 25% pour les activités économiques. L'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, elle pèse pour 11-12% des consommations d'eau en Bretagne. Et les industriels ont eu l'impression de devoir faire des efforts énormes. Il y en a qui ont dû arrêter des lignes de production, qui ont subi des pénalités logistiques de la part de leurs distributeurs. Et en fait, le maillon industriel a eu l'impression de devoir porter à lui seul la responsabilité de cette pénurie d'eau. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas une réflexion à faire en se disant de combien de mètres cubes d'eau un habitant a besoin pour ses besoins vraiment indispensables? Et ça, bien sûr, ça doit être des volumes sanctuarisés. Mais est-ce qu'au-delà, il n'y a pas aussi une réflexion sur le prix de l'eau? Quand on voit que le prix de l'eau est tellement faible en France, pourquoi, en tant qu'habitant, on a tous fait des efforts sur nos économies d'énergie? Parce que le prix de l'énergie a grimpé. Donc, peut-être qu'il faut aussi rebattre les cartes et se dire, oui, bien sûr, vous avez vu cet été, nous, on a fait un sondage, 10% de nos adhérents ont dû arrêter des gammes de produits. Donc, finalement, ils n'ont pas eu l'eau coupée, mais ils ont, par exemple, certains, on leur a réduit la pression à l'entrée d'usine. Donc, s'adapter, bien sûr, l'industrie sait faire et elle le fera, et il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais il faut le faire aussi en prenant en compte tout l'environnement, comme l'a dit Maëlle, l'amont, l'aval. On est dans une chaîne, les ruptures aussi en rayon, etc. Et voilà, et ça doit se discuter avec tout le monde, et il ne doit pas y avoir d'interdit, en tout cas, dans la réflexion. Et notamment, je pense qu'on est tous en devoir de se poser la question sur nos consommations d'eau en tant que particuliers et leur juste place. Ok, merci Claudie. Je crois quand même que dans les CGRE, l'usager domestique a été appelé quand même à réduire fortement sa consommation. Patrick ? Oui, je prolongerai. Je crois que le mot important dans ce que Clotilde vient de dire, c'est nos concertations. On a participé, Clotilde et moi, la semaine dernière à l'Assemblée bretonne de l'eau à Malguenac, et lundi soir, on était tous les deux à une réunion à Morlaix sur le même sujet, ou presque. Et on voit bien que toutes les parties prenantes qui sont autour de la table, à Malguenac, il y avait beaucoup d'élus, beaucoup d'associations, peu de représentants du monde économique, on n'était pas très très nombreux. Et quand on discutait avec les gens à la sortie ou dans les tours de table, on voyait bien que la préoccupation, elle est partagée et elle est comprise. Enfin, elle est comprise d'abord et elle est partagée ensuite. C'est-à-dire que le raisonnement par micro-territoire est important. Je vais prendre l'exemple de la Coperle. Beaucoup de salariés de la Coperle habitent autour des sites de Lamballe ou habitent autour des sites, c'est pareil pour Intermarché, des salariés qui travaillent sur un site n'habitent pas à 200 km de là. Donc on est sur des raisonnements territoriaux. Et c'est plus facile quand on raisonne comme ça que quand on raisonne de manière très verticale, par des directives, on va couper l'eau ici, là, etc., on va réduire les volumes. Non, ça peut se faire, à condition d'être au plus près du terrain, hein, y compris collectivités, etc., etc. Oui, gestion territoriale, acteurs du territoire. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit film là, qui a été fait auprès de l'entreprise Ardo, hein, qui parle d'économie d'eau, qui parle de traitement aussi des effluents.
Au cœur du massif armoricain, cette usine à la campagne, 420 salariés, implantée à Gourin, est l'un des 21 sites européens du groupe Ardo depuis 1995. Ardo est le leader en Europe de la production de légumes surgelés. Sur la liste de ses gros clients, les principales enseignes de produits surgelés. Potimarron, haricots, choux, épinards, 75% de ces légumes de plein champ sont cultivés à moins de 100 km de l'usine chez 900 producteurs bretons. Et ces 3 dernières années, la production bio a été multipliée par 5. Sur un marché du légume congelé en pleine expansion, l'industriel breton poursuit la modernisation du site, avec un double objectif, produire plus en consommant moins d'eau. Donc nous sommes actuellement à une production d'environ 80 000 tonnes, donc avec pour objectif finalement de passer la production à 105 000 tonnes. L'eau fait partie des enjeux majeurs qui plus est pour les sociétés agroalimentaires, donc il est nécessaire de diminuer la consommation d'eau compte tenu de la rareté de la ressource, mais aussi par rapport à l'acceptabilité du milieu naturel, puisque nous sommes situés tout en haut d'un bassin versant avec une faible acceptabilité au niveau du milieu naturel. Réduire l'impact de l'activité sur l'environnement, voilà le défi. Alors, 2 grands chantiers ont été lancés avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le premier concerne les économies d'eau. Pour laver, peler, blanchir les légumes, 500 000 m3 d'eau sont consommés chaque année. Alors, comment faire des économies ? Sur cette ligne de pelage, un décanteur a été installé. Les patates douces et tous les autres légumes racines sont épluchés, lavés. Puis l'eau utilisée est débarrassée des déchets, des matières en suspension, avant d'être réinjectée dans le circuit de lavage. Ça nous a permis donc de réduire par 2 la consommation d'eau sur cette ligne. L'accompagnement de l'Agence de l'eau nous a permis d'aller très loin au niveau de la définition de notre cahier des charges, de nos besoins, et ainsi être très efficace, très performant sur cette ligne. Montant de l'investissement, 360 000 €, 60% financé par l'entreprise, 40% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. On est vraiment dans une des logiques que cherche l'agence, la réduction des consommations d'eau chez les industriels. Et là, on a vraiment l'exemple type d'un projet où on va économiser 36 000 m3 d'eau par an. Alors ça paraît évident à mettre en place, mais aujourd'hui, tous les industriels n'ont pas encore fait cet effort de mettre des circuits fermés sur les lavages de leurs légumes. À moins de 500 mètres de l'usine, 2e gros chantier pour le traitement des eaux usées. La station d'épuration a été totalement rénovée. Tous les effluents, les eaux usées du site industriel sont désormais traités dans ces immenses bassins. L'objectif de la station, ça va être de traiter toute la pollution issue de ce lavage des légumes qui représente l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. On voit en arrière-plan le hangar qui nous permet de stocker sur 2700 m2 à peu près 18 mois de stockage des boues. L'épuration sur ce site-là, on l'a vraiment pensé par rapport à la qualité du milieu. On a réduit le flux de phosphore par 2 sur cette station d'épuration pour être en phase avec les objectifs de qualité du milieu. Coût de l'opération, 6 150 000 € d'investissement, cofinancé à part égale par l'Agence de l'eau et Ardo. Le site industriel est installé à quelques centaines de mètres d'un cours d'eau, l'Inam, en tête de bassin versant, un milieu sensible. Ardo a donc poussé la démarche environnementale au-delà de la réglementation. On a créé en sortie de station d'épuration une zone humide, un vrai milieu naturel récepteur finalement avant le rejet officiel au milieu. L'image avec ces stations d'épuration, c'est justement d'aller beaucoup plus loin en termes de traitement et de satisfaire à toutes les réglementations et même au-delà. C'est vraiment ça qu'on cherche à développer avec les industriels. Il y a l'incitation financière, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi tout un travail d'échange et de discussion pour leur faire prendre conscience que le développement industriel il ne peut se concevoir que si on prend en compte l'environnement. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. On est au croisement finalement de ces 2 chemins. On le voit, l'eau est de plus en plus une denrée rare, commune à tout le monde, donc on doit tous prendre soin de notre environnement au sens large. Au pied des montagnes noires et au bord de l'Inam, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Ardo ont donc réussi à concilier l'augmentation de la production, les objectifs environnementaux de l'industriel et la protection de l'eau. Voilà un petit film qui illustre peut-être une réalisation qui aborde les 2 thèmes que nous avons, sur lesquels nous avons échangé ensemble, qualité effectivement, et puis intégration finalement de l'entreprise dans son territoire. On avait terminé nos échanges par cette notion d'appréciation territoriale différenciée dans la mesure où effectivement la ressource en eau ne se gère pas d'une manière unique sur l'ensemble du territoire.
je vous ai entendu revendiquer une place dans la discussion des échanges si jamais effectivement il y a des problèmes de ressources en eau. Donc ça veut dire que vous êtes des acteurs forts du territoire. Hein. Déjà, vous avez beaucoup d'employés dans vos entreprises, sur vos sites industriels qui habitent pas très loin. Effectivement, il y a peut-être cette notion d'exemplarité par rapport à vos collaborateurs et collaboratrices. Donc dans cette notion de protection des milieux naturels et de cette volonté d'être un acteur de territoire fort, quelles sont les choses que vous avez prévu de mettre en œuvre, que vous avez déjà mises en œuvre sur vos territoires, et comment finalement vous jouez ce rôle d'acteur majeur du territoire et vous abordez cette protection de l'environnement dans le cadre effectivement de cette place d'acteur du territoire. Question à Maëlle et à Philippe. Hein. Qui veut commencer à répondre, Maëlle? Nous, pour donner un exemple assez concret, c'est qu'on a bien compris aussi que l'eau est un enjeu territorial. Et donc on a eu la réflexion, notamment sur notre site de Lamballe, parce pour faire assez court, parce que je pourrais en parler très longtemps de ce site qui est important au niveau de notre consommation d'eau et de nos projets. On a une station de traitement très poussée qui va jusqu'à l'osmose inverse et la reminéralisation, et on arrive à obtenir une eau de qualité équivalente à l'eau potable. Donc on en a déjà parlé un petit peu. Donc au niveau de la reuse, aujourd'hui c'est très compliqué d'un point de vue réglementaire de la réutiliser au sein de nos process. Mais on la réutilise déjà sur quelques usages qui sont autorisés, comme les tours aéros, le lavage des camions extérieurs. Mais on continue aujourd'hui à rejeter 500 mètres cubes au milieu naturel. Donc on est d'accord, ça a des bénéfices pour le milieu naturel, mais 500 mètres cubes, est-ce qu'il y a besoin d'autant, alors qu'on est aujourd'hui sur un contexte en été où on manque de l'eau sur le territorial, pas que pour nous. Donc l'année dernière, au moment où la sécheresse s'est avérée, on s'est dit qui sur le territoire a des usages qui aujourd'hui sont autorisés par la reuse. Et on a donc communiqué avec plusieurs acteurs territoriaux comme Lamballe Terre et Mer pour le lavage de leurs espaces verts, le haras national de Lamballe donc pour l'arrosage des équipements comme les carrières des chevaux. La station de lavage qui est juste en face de chez nous, qui s'est vue fermer pendant tout l'été par interdiction réglementaire. Et on a voulu monter ce projet-là. L'année dernière, ça s'est fait un petit peu au dernier moment dans la précipitation de la sécheresse. On n'a pas eu malheureusement les autorisations pour mettre en place ce projet. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux contacts. On a monté le dossier pour montrer toutes les barrières sécuritaires, sanitaires qu'on peut avoir. Et on espère qu'il verra le jour parce que voilà, tant qu'à faire, proposons et pensons l'eau de manière territoriale. Et ça devrait s'ouvrir d'ici peu de temps. Philippe, pour Agromousquetaire. Oui. Donc, nous, tous nos sites s'inscrivent dans un ancrage territorial fort entre les salariés, effectivement, qui travaillent à proximité, comme vous l'avez indiqué. On a, par exemple, au niveau de nos rejets d'eau usée, 5 sites qui font ce que l'on appelle de la fertirrigation, c'est-à-dire qui épandent des effluents soit bruts, pré-traités ou complètement épurés sur des terres agricoles après stockage hivernal, bien entendu. Et donc, on a un retour au sol de ces eaux pour l'agriculture avec des éléments fertilisants. Et on boucle là par rapport à l'ancrage agricole que l'on peut avoir en local, quelque chose d'important pour nous également sur cette réutilisation d'eau en local. Et vous communiquez en interne auprès de vos collaborateurs pour leur indiquer tout ce que vous faites sur ce sujet? Oui, sur les sites concernés notamment, il y a de la communication pour dire à la fois il y a des indicateurs de consommation d'eau et des indicateurs sur les rejets, que ce soit pour les stations ou pour les sites qui font de l'épandage, bien sûr. D'accord. Et une question à Clotilde, ce sont des pratiques maintenant qui deviennent courantes auprès de vos adhérents sur la sensibilisation effectivement des collaborateurs qui travaillent sur ces sites par rapport aux usages de l'eau, par rapport à la qualité de l'eau dans les milieux naturels et l'intérêt que ça peut avoir pour leur territoire sur lequel ils habitent? Oui, alors c'est vrai qu'on avait fait avec les CCI justement une réunion de retour d'expérience sur la crise sécheresse de l'été dernier. Et on a eu, il y avait 40 industriels qui étaient présents à Plermel pour discuter sur comment ça s'était passé dans leurs usines, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour faire face à cette situation de pénurie d'eau.
Et on avait un grand nombre de témoignages qui relataient que en fait, d'être allé plus loin que justement les prescriptions pour l'usine, mais en sensibilisant les collaborateurs sur aussi comment chez eux ils pouvaient être plus actifs, quel rôle ils pouvaient jouer sur leur territoire. Donc effectivement, le lien et les allers-retours sont forts, et je pense que c'est un point très important, c'est que finalement, à la fois un citoyen qui est convaincu que c'est important de faire des économies d'eau, en entreprise, il sera moteur pour développer ce sujet, et à la fois un collaborateur d'entreprise qui est très sensibilisé dans son entreprise, chez lui, il sera actif sur ce sujet. Donc effectivement, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions avant que je... Juste un petit complément, oui. Pardonnez-moi. Donc pour compléter ce que dit Clotilde, on a mis en place sur beaucoup de nos sites des compiles de plans d'économie d'eau, de consommation d'eau, et on intègre autant que possible les gens de la production dans ces compiles, que ce soit des chefs d'atelier ou des chefs d'équipe qui sont sur des postes consommateurs d'eau pour qu'ils soient force de proposition sur des mises en place d'économies d'eau, ça peut être des choses techniques de base, voilà. Ok, merci de cette précision, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions à nos industriels ou à la CCI ou à la BEA, à Clotilde Argentré, par rapport à ce qu'on vous a présenté? Non? Écoutez, je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, je pense qu'on peut les applaudir. Et maintenant, je vais donner la parole à Yoann Méry, vice-président du comité de bassin, représentant des industriels au comité de bassin, pour les mots de conclusion de notre atelier. Oui, merci. Je vais faire une conclusion rapide, c'était déjà long. Néanmoins, trois choses en réalité. La première, c'est qu'on a parlé de changement climatique. On a parlé, à travers ces problématiques, de changement de rapport aux usages de l'eau, mais aussi de changement de notre relation économique à l'eau. Alors là, c'est quelque chose qui arrive pour les entreprises. Maël Fisselier disait l'eau est probablement pas encore assez chère, rassurez-vous, il est quand même plus que prévu de rendre la tarification progressive, c'est-à-dire exactement l'inverse d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça risque de nous coûter plus cher demain aux industriels. Alors, avant de poursuivre sur ce point-là, je vais vous dire, voilà, moi je suis le directeur de la coopération agricole de l'Ouest, c'est une fédération de coopératives agri- et agroalimentaires en Bretagne, en Pays de Loire et en Normandie. Et je suis aussi vice-président du comité de bassin, ça a été dit, au titre du collège des usagers industriels, des usagers économiques, pardon, dont les industriels. Le comité de bassin, c'est une structure avec 190 personnes qui parlent de l'eau, qui votent des textes, les schémas directeurs d'aménagement des eaux, et dans la foulée, le programme de mesure et les aides qui vous ont été évoquées, dont certaines ont été présentées là. Et parmi tout ce petit monde de 190 personnes, il y a 18 industriels. Donc 18 industriels, c'est extrêmement peu, ça demande un peu d'énergie, et surtout, ça signifie quelque chose quand on parle de territoire, je vais y revenir juste après. Donc tout à l'heure, je vous disais, changeons de rapport aux usages de l'eau. En bon industriel, on a parlé de solutions techniques. Alors immédiatement, réutilisation, recyclage, il nous faut des nouveaux outils, des nouvelles machines, une tuyauterie différente, revoir les choses, c'est vachement bien, ça marche bien. Mais d'abord, il faut penser à économiser, ça sera probablement le premier levier, et ça a été dit par M. Rouault dans la vidéo, je crois, tout le monde n'a pas encore fait tous les travaux d'économie. Donc voilà, il va falloir se poser cette question-là au niveau des industriels. Et pour ça, il y a des aides. Il y a des aides pour réfléchir, il y a des aides pour mettre en place l'agence de l'eau à ce type de programme. Il y a la partie économique, je vous l'ai évoqué là, c'est la question du retour sur investissement. Lorsqu'on pourra faire de la reuse, il va falloir se poser la question de l'intérêt de l'investissement et le retour sur investissement. Plus l'eau sera rare, plus elle sera chère et plus le retour sera rapide, ça on est d'accord. Mais il y a un autre point, c'est le volet collectif. Beaucoup, là on a évoqué le territorial. Ces questions de territoire, sensibiliser les salariés, sensibiliser le salarié et le citoyen. Mais il y a un point en fait qui moi me paraît vraiment important et pour lequel on peut se dire que les industriels, on a encore un peu de chemin à faire, c'est le lien vraiment avec les acteurs du territoire. Voilà, je vous ai dit, on est 18 sur 190 au niveau du bassin, mais la réalité, c'est le terrain, c'est là où se passent les choses, là où les plans territoriaux de gestion de l'eau se mettent en place, là où les commissions locales de l'eau édictent des règlements auxquels on va devoir se conformer quand on est industriel.
Et là, on a réglementairement un siège dans chacune des commissions locales de l'eau. Il doit y en avoir une 40aine en Bretagne. Régulièrement, on n'est pas là. Donc évidemment, si on cherche à s'améliorer, on fait certainement des choses très bien dans les usines, mais il faut aussi qu'on soit en mesure de faire savoir ce qu'on fait, de faire comprendre ces enjeux-là, les enjeux d'industriels qui sont très spécifiques, qui ont une entrée économique, qui ont une entrée technique, pas forcément facile à comprendre par les gens qui ne sont pas des industriels. De même qu'on peut avoir du mal à comprendre les priorités d'autres acteurs du territoire. Et bien pourtant, il y a des espaces pour ça, et ces espaces, il faut les investir. Donc voilà. Vous avez, en conclusion, on a identifié des leviers techniques, on a identifié des possibilités voilà, d'amélioration des process et d'amélioration de la gestion de l'eau dans les usines. On a identifié des dispositifs et des structures comme, il n'y a pas le logo ici, là, l'agence de l'eau, qui peuvent apporter des aides et des accompagnements. Puis on a identifié un nouveau champ d'exploration, peut-être pour nous, c'est de faire comprendre, et pas exclusivement à nos salariés, mais à la population des territoires dans lesquels on est ancré, les enjeux que nous, on peut avoir, et de voir comment ils peuvent s'accorder avec le territoire. Là, l'exemple d'Ardo était plutôt intéressant. Voilà pour la conclusion. Je vous remercie d'être resté si longtemps assis, et je vous souhaite un bon salon. Merci, Johan. Et si vous souhaitez continuer les discussions avec l'Agence de l'eau, on est présent au Hall 6, sur le stand de Bretagne Développement Inondation, et on sera là jusqu'à la fin du salon. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions et à échanger avec nous. Merci à vous.